Et je donne immédiatement la parole à Janine Rogalski. Merci. Alors, je voudrais commencer en regrettant l'absence de Jacques Leplat qui n'a pas pu venir. Et je regrette d'autant plus qu'on a travaillé sur l'exposé que je vais faire, dont le texte intégral, enfin le plus développé, disons, est dans les actes, et qu'il y avait des choses, des compléments dont je ne parlerai absolument pas, donc ils vont manquer. Mais voilà, vous irez rechercher les textes de Leplat là-dessus. Alors je vais partir d'une tentative d'épluchage de la notion d'expérience. On a beaucoup parlé on parle beaucoup dans la littérature d'expérience au singulier avec comme terme générique, et je vais proposer des distinctions entre des expériences en mettant beaucoup de S à expérience. Alors d'abord en le présentant, qu'est-ce qu'on entend, et ensuite en donnant quelques éléments sur les relations entre ces expériences distinguées et les situations de formation. Donc premier bref rappel de cadrage théorique d'ensemble, théorie de l'activité, Léontiev, Galperine. Et je renverrai à des textes de Savoyant qui sont remarquables pour rentrer clairement dans cette problématique en psycho-ergo. Le modèle de double régulation de l'activité qui a été à la fois venu de la psychologie de l'action allemande et bien développé à partir de Leplat, dont je ne développerai pas. Et le contexte qui, tout au long de ce que je vais dire, c'est des activités finalisées dans des situations de travail. Donc ce n'est pas sur la vie quotidienne, c'est des situations finalisées, travail, tâches prescrites, contexte institutionnel, etc. Alors, je vais commencer par dire le choix d'une signification qu'on a retenue pour le terme expérience. Donc ça ne couvre pas tout. C'est ce que le sujet acquiert par la pratique de l'exécution de tâches d'un domaine professionnel sur un temps plus ou moins long. Donc on le regarde en tant que produit chez le sujet et avec l'idée qu'il y a de la réitération dans la boucle de régulation de l'activité qui a eu lieu, le temps pouvant être plus ou moins long selon les contenus en fait professionnels concernés. Ce que je vais développer, c'est l'idée que l'expérience ainsi conçue présente deux modalités qu'on distingue d'abord. On discutera peut-être dans la discussion de leurs relations, ça ne sera pas développé là. D'une part, des expériences qu'on a appelées sédimentées, on n'est pas très content du terme, mais parce qu'il donne l'impression de couches successives alors qu'il y a des réorganisations. On va se focaliser sur la continuité dans la vie professionnelle, en parlant de cette dimension, cette modalité expérience sédimentée. Deuxième modalité, c'est des expériences qu'on a appelées épisodiques, et pour l'instant on va garder ce terme, où au contraire on se focalise sur la singularité des situations et leur caractère discret dans la vie professionnelle, isolable. Je vais faire de très brefs rappels sur les expériences sédimentées, qui sont en fait l'acception la plus générale d'expérience et qu'on trouve développée. Il y a des textes de Leplat, en particulier, très analysés sur cette question-là. Donc je dirai juste quelques mots et je développerai un peu plus sur les expériences épisodiques pour déboucher sur quelques questions et propositions sur la relation avec l'intervention didactique, du point de vue, dans la mesure où on se pose une question sur comment une intervention didactique construit des types d'expériences et comment une intervention didactique exploite ou bouscule l'expérience déjà acquise par le sujet, qu'elle soit de tous ordres. Donc, expérience sédimentée, brièvement, il y a quelque chose de commun avec la notion d'habitus chez Bourdieu, avec l'idée histoire incorporée, produit de pratiques individuelles et collectives. Deuxième idée, c'est un caractère d'organisation qui est à la fois structuré, il a une structure, prédisposée à fonctionner, et structurante, qui va moduler l'activité qui aura lieu ensuite. Tout ça, c'est cohérent avec la boucle de double régulation de l'activité.
Les composants clés, je les rappelle juste, répétition, variation incluant des perturbations et intériorisation de contexte. Alors c'est un point particulièrement important. Le plat en aurait dit plus. Et ces questions de contextualisation et décontextualisation, ça me semble un des débats qui n'a pas été trop, me semble-t-il, abordé et qui est particulièrement important pour la formation. Alors maintenant, sur les expériences épisodiques, elles ont d'abord une épaisseur temporelle qui peut être variable. Ça peut être une expérience épisodique peut être de quelques minutes et ça peut être le long terme. Quelques minutes, c'est une situation incidentelle en aviation, par exemple. Plusieurs mois, c'est ce que nous a raconté Yves Clos sur la naissance de l'autoconfrontation croisée, qui était un épisode de son histoire professionnelle. Alors la définition, brièvement reprise à propos de la définition de cas chez Leplat. Il y a un article, enfin il y a beaucoup de choses chez Jacques Leplat, donc je préciserai pas tout. Donc d'une part, c'est une unité d'analyse. Ça, c'est un point important. Ça peut être relatif à un objet, un événement, une situation, donc l'empan variable. Elle est inscrite dans un contexte, ça c'est crucial. Et c'est un objet clinique qui est décrit comme une totalité avec une visée d'une étude intensive et d'une référence intensive à cette situation particulière. Alors, en fait, dans la littérature qui commence à se développer sur les questions qui touchent aux épisodes dans l'activité, il y a plusieurs exceptions de ce qui peut donner lieu à expérience épisodique. Alors, le plus courant, c'est la notion d'incident. Alors, en particulier en relation avec la sécurité dans le domaine de la psychologie ergonomique. Il y a le cas comme problème. Dans toute la littérature sur le case-based reasoning, la notion d'incident critique, Flanagan, c'est l'initiateur, il a demandé à des professionnels de décrire des situations contextualisées rapportant des comportements particulièrement efficaces ou particulièrement efficaces dans une variété de domaines professionnels. Donc, des choses, dans incident critique chez Flanagan, il y a aussi bien positif que négatif. Ce n'est pas les incidents de la littérature sur la sécurité. Dans la visée de repérer des compétences critiques en analysant qu'est-ce qu'il y avait dans ces incidents critiques. Ces visées à lui, c'était de la sélection. On peut revisiter pour regarder des éléments sur la formation. C'était publié en 1954 il y a deux articles en français, il y a la référence précise dans le CD. C'est quelque chose, ça vaut la peine d'être relu en détail pour la méthodologie et pour le point de vue qui est pris, parce que c'est quelque chose d'important. L'expérience épisodique, ça peut être, à l'inverse, si je peux dire, un paradigme, un cas une situation qui est en fait paradigmatique de ce qui peut se passer dans un domaine professionnel, qui est un peu une référence où le singulier va représenter du générique. On parle d'ailleurs, côté formation, de cas d'école. Et ça, c'est des choses importantes. Et enfin, qui va rencontrer des choses que dira peut-être Marie-Laure, des rencontres de type épreuve initiatique, de rencontres avec le réel de type épreuve initiatique. Et on a utilisé l'expression où le sujet va ou non réussir son chibolette. Alors le chibolette, c'était l'épreuve chibolette, c'était dans l'Ancien Testament. On faisait prononcer ce terme à des gens pour savoir s'ils étaient ou non des étrangers, et les étrangers ne savaient pas prononcer ce terme. C'est un classique de distinction qui se retrouve à différents endroits, et donc c'est une épreuve singulière qui atteste de l'appartenance ou de la appartenance à une communauté. Et je pense qu'il y en a dans le domaine professionnel pour les débutants, et sans relation avec le fait que c'est un incident, un paradigme ou autre. Donc c'est un statut d'ordre social.
Alors là, en fait, dans la littérature, dans l'exploitation de cette question, il y a deux points de vue. Du point de vue des propriétés des situations singulières rencontrées par les sujets, qui vont être analysées avec leurs effets. Donc, et ça, c'est un premier point de vue. Et un deuxième point de vue, c'est le point de vue de la mise en récit de ces situations épisodiques, de ces épisodes singuliers qui font expérience pour les sujets. Ces mises en récit permettant, entre autres choses, le partage d'expériences et la dimension sociale des épisodes singulièrement vécus. Il y en a énormément dans le travail, des histoires de travail, et c'est quelque chose qui est, cette fois, qui a lieu dans le partage, dans l'interaction sociale, qui est adressée, etc. Mais ça ne recouvre pas les expériences épisodiques qui ne sont pas nécessairement explicitées, partagées, etc. par les sujets. Toute expérience épisodique vécue n'est pas l'objet d'un récit à quelqu'un. Sauf parfois à soi-même, mais c'est même pas certain. Alors l'épisode comme objet clinique, il a une caractéristique, c'est de pouvoir être mémorisé comme une totalité avec un contexte qui en fait une ressource d'interrogation à différentes reprises temporelles sur le réel de l'action. Plus l'épisode, l'expérience épisodique est contextualisée, reste contextualisée, plus on peut en apprendre à la réinterrogeant, même si on n'a pas de nouvelle expérience épisodique sur le sujet. Donc de même pour les expériences épisodiques transmises à travers des récits. Alors, l'expérience comme récit, l'épisode comme récit, ça permet un tissage social de la continuité des savoirs, au travail ou en formation, et ça a des conditions. Alors, il y a eu des situations, des précisions, des analyses qui ont été faites sur des conditions pour que ça produise l'expérience épisodique transmise, produise des acquisitions chez celui à qui on la raconte. Et c'est le fait que le niveau explicatif est un élément important pour la possibilité d'être utilisé dans d'autres situations par celui qui écoute ou par le sujet lui-même plus tard. Et que donc l'idée il n'y a pas de liaison immédiate horizontale entre l'expérience épisodique de quelqu'un et son exploitation par lui-même ou par un autre, mais un passage par un niveau d'explicatif, de niveau plus abstrait, plus conceptualisé de la situation. Alors au cœur il y a deux questions qui sont posées sur les relations développement-apprentissage et formation, si on pourrait dire. Il y a d'une part, qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir des expériences épisodiques ? Et en n'opposant pas expérience à développement, mais en se focalisant plus ici sur l'objet de l'apprentissage que sur la transformation du sujet, et avec au cœur du problème la généralisation. Qu'est-ce qu'on apprend d'une situation particulière qui dépasse sa singularité, puisque c'est un des points essentiels, avec le fait que deux types de questions, comment organiser, constituer à partir d'expériences épisodiques une espèce d'espace, de corpus exploitable, enrichissable et organisé, et comment lier les expériences épisodiques à des modèles conceptualisés, alors que l'expérience épisodique dépasse la conceptualisation, dépasse toujours du fait de sa contextualisation. Il y a des rôles variés de l'épisode. Alors je soulignerai juste l'épisode qui donne chair au modèle pour le débutant, par exemple, avec le fait que les études ont montré que le travail sur un épisode dépend des compétences et de la conceptualisation déjà présentes ou en formation chez le sujet. Donc il y a des questions de zone proximale de développement pour qu'une expérience épisodique produise des effets. A contrario,
bon, pas à contrario d'ailleurs, si, un peu à contrario, la résistance d'un épisode peut donner lieu à une nouvelle conceptualisation. L'exemple type, si je peux dire, pour moi, le paradigme, c'était ce qu'a raconté Yves Clos, où il y a invention à partir d'une expérience épisodique, du fait de la résistance. Alors la transmission au niveau du travail des expériences épisodiques, il y en a, ça peut être sur les domaines techniques. Alors c'est beaucoup dans l'aviation pour raconter des choses qui ne se produisent pas, qu'on fait tout pour éviter, mais pour lequel les anciens vont décrire des pièges pour les nouveaux. Il y a aussi des expériences dans un domaine social du point de vue des relations sociales et des émotions, avec un travail dans le domaine des infirmières, la formation des infirmières, pour clarifier des émotions vécues dans des situations contextualisées et discuter de la gestion de ces émotions de façon à en faire un objet sur lequel on parle et un objet sur lequel on peut agir. Donc ça, c'est une approche des émotions à partir de leur traitement encadré en situation de formation. Alors, il faut souligner que les expériences épisodiques comme les expériences sédimentées ne sont pas nécessairement productives. Il y a des limites et il y a des pathologies de l'expérience et il faut penser que ça existe. Alors, quelles sont maintenant les relations entre expérience et intervention didactique? Alors, première chose, il y a deux variables qu'il faut prendre en compte. Est-ce que c'est dont on parle d'expérience sédimentée, d'expérience épisodique? Et est-ce qu'on est en formation de débutants qui ne connaissent pas, qui n'ont pas d'expérience du tout? Ou est-ce qu'on travaille en formation avec des gens qui ont une expérience professionnelle, type formation continue? On peut se poser les questions de est-ce qu'il s'agit de constituer des expériences dans les deux modalités dans la formation, ou est-ce qu'il s'agit d'exploiter ou de bousculer? Il y a eu un atelier sur la nécessité de bousculer l'expérience dans la formation d'encadrants dans le domaine du rugby, au niveau de formation, dans le cas évidemment de formation continue de gens qui ont de l'expérience. Alors, je dirais juste des dimensions principales de l'intervention didactique qui vont conditionner le rapport avec l'expérience. C'est transposé de ce qui a été fait avec Aline Robert en didactique des maths. Choix d'un itinéraire de situation, soit dans le travail, soit transposé. Évidemment, ça c'est une deuxième variable interne. Et accompagnement de l'activité des stagiaires dans ces situations, c'est-à-dire la dimension médiative de la formation. L'accompagnement pouvant consister en monstration. Et il y a eu ce matin, dans l'atelier qui était ici, des éléments sur l'apprentissage par observation, sur lequel je crois qu'on n'a pas beaucoup travaillé en fait, de manière générale, mais qui fait partie des situations de l'accompagnement dans les formations professionnelles. Alors l'itinéraire de situation, ça constitue potentiellement un espace d'expérience épisodique particulière. On se pose les questions après de retransposition et de décontextualisation à la fois. Donc il y a deux mouvements, décontextualiser et pour les apprenants, recontextualiser dans un autre type de situation. Donc des problèmes de diversité, de contextualisation, de transposition, avec des questions sur quelle est la nature de l'expérience. Les stagiaires, dans ces situations-là, ils ont fait l'expérience de quoi? Et ça, c'est un problème très attaché à l'analyse des transpositions, me semble-t-il. Et sur le problème, sur la dimension cette fois-ci, accompagnement de l'activité, il y a des points qui ont été issus de l'analyse des apprentissages dans le domaine analyse psychologique. L'importance de repérer et faire repérer les indicateurs de situation, ça c'est un gros point dans les accompagnements qui rendent ou non des situations, des expériences épisodiques productives ou pas. La connaissance des résultats, non pas seulement en termes de est-ce qu'on a le résultat final, l'objet est adéquat, mais est-ce que l'activité, la performance au sens anglais,
c'est-à-dire le processus qui a conduit, quelles sont ses propriétés par rapport à la visée, par rapport à l'élément produit. Ça fait partie des dimensions de l'accompagnement. Autre dimension, le niveau auquel on va traiter les expériences que font les stagiaires à travers des situations dans la formation, avec comment ça s'intègre dans un espace de situation, de typologie de situation, de généralisation, etc. Et enfin, un point extrêmement important qui est la manière, le type d'aides qui sont données au cours de la formation dans ces situations. Je vais terminer là-dessus parce que je pense que je suis au bout de mon temps. C'est le fait que dans les accompagnements, il y a des aides à l'activité. Hein. Bon, c'est une référence à Brunner qui est implicite. Là, je vais la faire explicite du coup. Il y a deux types d'aides qui ont été distinguées par Aline Robert à propos de l'enseignement des maths qui me semble tout à fait pertinente ici. C'est l'idée qu'il y a des aides procédurales qui aident à résoudre le problème et des aides constructives qui sont des aides à l'acquisition. Et il me semble que des choses qui ont été dites ce matin sur des jeunes tuteurs en situation sur le terrain, des jeunes experts, c'était la mise en avant d'aides procédurales de façon dominante, très, très focalisée sur la dimension technique et sans la situer par rapport à son ensemble de contexte, et des modalités différentes chez les experts plus anciens, plus expérimentés, si j'ose dire, sans que ça soit analysé dans ces termes, aide constructive, aide procédurale. Mais je pense que là, il y a des questions d'analyse des situations de formation qui me semblent importantes et qui renforcent les choses qui sont déjà existantes sur l'analyse des situations proprement dites. Brousseau, par exemple, et toute la lignée didactique a centré sur les situations didactiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Et je pense qu'on a besoin de centrer des recherches, des analyses sur ce que j'ai appelé l'accompagnement, pour faire large, et en particulier sur cette dimension de quelle intervention sur l'activité des stagiaires se produit en formation et quels effets ça produit du point de vue à la fois production de compétences chez l'intéressé et potentiel que les situations vues en formation soient des expériences épisodiques exploitables ultérieurement et pas effaçables, et que ça constitue une base parmi d'autres dans leur vie professionnelle. Merci.